Si vous êtes tombé sur cette vidéo, si vous avez cliqué sur la vidéo, il y a de fortes chances que vous soyez un closer qui s'est déjà formé et qui souhaite aller un petit peu plus loin pour aller améliorer ses compétences, pour améliorer également le traitement des objections. Et on va voir dans cette vidéo que vous n'avez peut-être pas forcément besoin de ça, que vous avez peut-être déjà tout chez vous et que vous avez simplement besoin de rajouter un petit truc qu'on va voir dans cette vidéo. Julien, bonjour. Qu'est-ce que tu penses des formations de closing? Déjà de base, on va faire un point sur les formations de closing de base. Selon toi, qu'est-ce qui manque dans les formations de closing au-delà de toutes les compétences qu'on peut transmettre? Qu'est-ce qui manque? Bah déjà, moi je dirais que avant de parler de qu'est-ce qui manque, bonjour, bienvenue sur cette vidéo. La vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qu'une vraie formation de closing devrait changer finalement pour vous? Et pourquoi la plupart des formations de closing, en fait, elles servent à rien? Je suis vraiment désolé de mettre les deux pieds dans le plat. D'autant plus s'il y a des coachs en closing, des formateurs en closing qui regardent cette vidéo. Excusez-nous, c'est pas notre cas. On n'est pas des formateurs et des coachs en closing. Donc on va voir ça aujourd'hui sur cette vidéo. Non, la vraie question, comme tu disais, c'est en fait on a vu passer des dizaines de closers, des dizaines de personnes qui ont suivi des formations en closing. Et pour moi, il y a un premier signe qui montre qu'une formation elle a servi à rien, c'est quand le closer n'a pas changé d'identité, quand le closer n'a pas évolué en tant que dans sa posture, dans son leadership, et que on la limite, même si ça se fait de moins en moins, mais ça se fait encore beaucoup, on la limite en fait, on lui a limite appris à lire des scripts, à suivre une trame, à dire tu poses cette question pour avoir telle réponse, etc., etc. Si on rejoint des closers ou entre guillemets des coachs qui sont très avancés, on sent que c'est plus ça du tout. Mais toi, récemment, j'ai fait un challenge avec un entrepreneur qui est immensément connu, donc je tairai le nom sur cette vidéo, et on nous a demandé de suivre le script. Quand t'as passé 4 ans à closer sans script et juste en étant qui tu es et en ayant quand même des idées d'où tu passes, bah là c'est un peu compliqué parce que du coup tu lis des trucs et limite tu sais pas trop pourquoi tu le fais et tu perds le sens. Donc du coup le premier point c'est ça, c'est pas lire de script, on le sait aujourd'hui, mais pour moi ça doit changer en fait. Le closer il doit avoir changé d'identité, il doit avoir travaillé sur lui avant tout, avant de travailler sur son prospect en fait quoi. Ouais. Bah pour rebondir par rapport à ça, ma chérie s'était formée en closing, elle avait voulu se lancer justement dans une activité en C'est vrai. ligne. Donc elle avait appris par cœur les choses, tu vois, très très bonne élève. Et j'avais vu également un petit peu le tour de la promotion dans laquelle elle était. Alors le but c'est pas de cracher également sur les formations, mais c'est vraiment, pour moi il y a vraiment un gros manque dans ces formations-là. C'est le côté, comme tu disais, le côté posture, le côté, alors je mets deux gros guillemets, j'aime pas forcément ce terme-là, mais on l'emploie également, c'est le côté mindset. C'est-à-dire que toutes les personnes connaissaient très bien le script. Par contre, en termes de gestion de la pression, zéro pointé. C'est-à-dire que si j'avais pas fait mes ventes, dès que j'ai loupé un appel, je suis en stress, je pète un câble. Dès que j'ai deux, trois des no-shows ou des personnes qui me ghostent ou éventuellement des prospects qui sont pas qualifiés, j'arrive pas à avoir ma posture, je me prends toute la charge mentale, je finis un appel, je suis en sueur, je suis fatigué, ça fait trois appels que je prends comme ça dans la journée, je me dis mais bon, ça sert à rien, je suis nul, j'arrête tout. Et après, bah forcément, la pression de la vente, la pression du résultat, parce que derrière, je fais un rendez-vous avec les clips de closing et avec mon head sales, et le head sales qui fait mais t'as pas fait de vente, c'est pas bien, etc. Donc déjà, le head sales peut-être qu'il se détend un petit peu, mais surtout le closer qui se prend ça dans la gueule et qui se dit putain, mais si je fais pas de vente, il y a peut-être des chances que derrière, eh bien, je fasse plus partie du challenge, que je fasse plus partie de l'équipe, etc. Donc j'ai encore plus de pression pour pouvoir faire des ventes, donc forcément j'en fais moins, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc le script c'est super bien, c'est très bien pour on va dire pour commencer, pour avoir les bases, pour savoir exactement comment est-ce qu'on conduit un appel. Mais après il y a des choses qui se jouent au-delà des compétences, qui va être ma capacité à gérer la pression, ma capacité à gérer mon oscillation émotionnelle, ma capacité à gérer un prospect qui va m'énerver, la capacité à rebondir après trois quatre appels pour lesquels j'ai pas fait de vente, etc., etc. Donc je pense que c'est le gros manque qu'il y a dans quasiment, j'ai pas envie de dire 100%, mais 99% des formations en closing actuellement. Et c'est ce qui va faire la différence entre un closer lambda et un très bon closer. Ouais.
Ouais, on le sait, c'est 80% aujourd'hui, c'est du mental, 20% en fait, c'est de la technique. Le fameux 80-20, mais du coup, positionné à l'inverse, là, enfin, pour moi, sur le closing aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et toi, ça me fait penser à quelque chose, c'est que. c'est- Alors, je comprends quand on te forme, surtout quand tu es en reconversion et que tu n'as jamais fait de vente, etc., et que c'est ta première formation, on va t'apprendre, entre guillemets, des compétences métiers. Et en fait, on t'apprend pas des compétences de savoir-être. On t'apprend des compétences de savoir-faire et on t'apprend pas les compétences de savoir-être. Alors que finalement, si on reprend les bases de la vente, c'est quoi? Ce n'est qu'un transfert de certitude et de valeur au vendeur, par rapport à son prospect pour qu'il achète. Mais surtout, la vente, en fait, c'est une discussion entre deux humains qui écoute profondément pour comprendre les problématiques de la personne, pour savoir si le service que j'ai à vendre ou le produit que j'ai à vendre, il peut aider en fait la personne qui me contacte. Et je pense que ça, en fait, au début, on l'oublie. Alors qu'en fait, la vente, c'est juste communiquer. Sauf qu'aujourd'hui, à l'heure où on tourne cette vidéo, on va pas se mentir, déjà dans la vie de tous les jours, les gens savent plus communiquer, que ce soit entre amis, que ce soit en couple. On était, pour la petite anecdote, avec ma femme, on était à Venise en week-end, là, le week-end dernier. On le sait, mais c'est choquant dans les restaurants le nombre de personnes qui sont posées sur leur téléphone et qui parlent pas. Tu fais des visites, les gens, ils sont sur leur téléphone, ils regardent pas ce qui se passe autour d'eux, par exemple. Bah ça, typiquement, c'est du savoir-être. Donc, si dans un call de closing, dans un call de vente, on est déjà concentré sur son script, sur quelles questions je peux poser pour essayer d'avoir telle réponse, pour le faire cheminer par telle problématique, pour aller voir la douleur, les problématiques, les enjeux, le décisionnaire, etc. Bah, en fait, on n'est pas concentré sur la personne en face de nous, à se dire, ok, viens, vas-y, viens, tu sais quoi, raconte-moi, qu'est-ce qui fait qu'on se parle aujourd'hui? Pourquoi t'es là avec moi aujourd'hui, en vrai, quoi? Donc du coup, encore une fois, on fait toujours les choses pour moi, dans l'ordre inverse. On essaie d'abord d'obtenir des techniques de savoir-faire, alors que l'ordre logique, c'est être, faire, et ensuite on obtient des résultats, quoi. Pour rebondir et pour donner un exemple et une métaphore que j'aime beaucoup donner pour le coup, c'est dans le domaine de la séduction. Tu vas avoir deux mecs, je sais pas, qui veulent apprendre à séduire des nanas. Tu vas avoir le mec qui a hyper pas confiance en lui, qui a pas d'estime de lui, etc. Tu vois le mec un peu geek enfermé chez lui et qui va apprendre toutes les répliques et tous les scripts à dire à des nanas pour pouvoir les draguer. Et t'es sûr que lui, il aura beau dire tout ce qu'il veut, même si c'est un truc qui est très très scripté, il va jamais obtenir de numéro parce que ça va se sentir directement. Il sent, tu vois, tu sens que le mec il est en galère, tu vois. Et à côté de ça, tu vas avoir un mec qui a pris, qui va arriver, qui va dire mais n'importe quoi. Mais il a une telle posture, il a une telle certitude qui fait que la nana, bah, derrière, va lui donner son numéro. Et il n'a pas fait de script. Alors si tu arrives à avoir un script, plus en même moment tu as la posture, bah forcément tu fais le combo des deux. Mais pour moi, c'est plus important d'avoir une posture qui fait que la personne va être en confiance, qui fait que la personne sait en face de toi que tu es là pour l'aider, que tu es là uniquement pour poser des questions. Bah, je mets à ma main coupée que le closer numéro un, qui est plutôt dans la posture, va faire plus de ventes parce que la personne, comme tu dis, hein, ce qui fait qu'on vend, c'est la personne achète également une partie du closer parce qu'il a apprécié l'échange également avec lui et les questions qui ont été posées. Plutôt que quelqu'un qui va respecter un script et qui en fait c'est vide en fait, c'est ça, c'est le truc, la conversation elle est vide. Ouais, et puis, encore une fois, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà un niveau peut-être quand même un peu plus avancé en termes de vente. Je dis pas qu'il faut pas aller se former et apprendre pas des scripts ou quoi, ou des techniques, hein, attention. Mais je pense que chaque humain qui s'intéresse vraiment à la personne qui est en face de lui est capable en fait de closer, est capable de poser des questions si elle s'intéresse vraiment. Après, on sait que la vente, il y a besoin de faire passer le prospect par des émotions, parce que sinon, voilà. Donc les grands principes, c'est forcément il faut une douleur, il faut une vision, il faut une situation A, il faut une situation B, sinon il n'y a pas de transformation. Et une fois déjà qu'on a capté ça, et après le faire évoluer, le faire également changer d'identité, etc., au fur et à mesure de l'appel, parce qu'il ne pourra pas prendre une décision avec la manière dont il pense quand il arrive sur l'appel, sinon il aura déjà pris cette décision. Votre rôle aussi, c'est de le faire changer pour qu'il puisse être en capacité de prendre une décision différente et de lui faire se poser des questions. Mais on le sait ça en fait, c'est pas compliqué. Donc du coup, à partir de là, tu sais en fait tes principes, tu sais que tu as besoin de comprendre la situation, c'est quoi ses problématiques, tu sais là où il a envie d'aller, qu'est-ce que ça implique en fait dans sa vie aujourd'hui, et après on avance quoi. Et moi aujourd'hui, par exemple, typiquement le budget, c'est même pas quelque chose, c'est plus quelque chose que je vais voir parce que si
Bah en fait, peu importe le budget à la fin, ça doit paraître une évidence qu'en fait, le prospect, il doit être closé sur ton offre, il a besoin de toi à ce moment-là. Sauf si ton offre vaut 250 000 euros, j'exagère un petit peu, et qu'il gagne 100 euros par mois. Mais du coup, ça doit être logique. Donc, c'est marrant que tu parles de séduction, parce que j'ai un closer qui m'a contacté sur Insta l'autre jour, il dit c'est génial tout ce que tu partages, etc. Putain, pourquoi tu te lances pas, les closers c'est top, mais pourquoi tu te lances pas plus dans la niche de la séduction pour aider les mecs à faire des meilleurs dates? Je lui dis, alors, pas que je sois assez légitime, je me suis jamais mis sur une application sur Tinder, mais au-delà de ça, ouais, non, ça m'inspire pas forcément plus que ça, quoi. Donc, c'était marrant, quoi. Et au final, c'est la même chose. Les, la séduction et la vente, c'est exactement pareil, quoi. Ouais, c'est de la relation humaine en fait. C'est quelle Mm. émotion tu vas faire passer à la personne en face qui fait que la personne en face va dire putain, il est cool, j'ai envie d'aller avec lui en fait. C'est ça. Et du coup, selon toi, donc là, on a un peu pas défoncé les formations closing, attention, hein, mais selon toi, qu'est-ce qu'une formation closing doit absolument avoir aujourd'hui? Qu'est-ce que ça doit inclure que 90% des programmes potentiellement aujourd'hui ignorent? Alors je sais qu'il y en a qui commencent à le mettre en place, mais on reste quand même sur des trucs assez basiques, c'est-à-dire qu'on reste en surface et les personnes, c'est comme si tu faisais, donc il faut qu'il y ait je vais y arriver, il faut qu'il y ait du mindset dedans. Quand je dis mindset, je mets toujours deux gros guillemets sur le côté mindset parce que c'est un petit peu connoté cuculapraline et ça je peux le comprendre. Mais quand je dis mindset, c'est pas de faire de l'affirmation positive, c'est pas de faire de la méditation, c'est pas faire de la respiration, parce que ça, on le sait actuellement, ça ne marche pas. Du moins, ça ne marche pas quand la pression est beaucoup trop grande et que tu as vraiment un blocage qu'on appelle nous identitaire. Donc, ce que devraient avoir les formations en closing, et c'est parce que justement elles le font pas que nous on le propose, c'est d'aller travailler sur sa posture. Et quand je Du, parle de du coup, posture, faut pas qu'elle les ait alors. faut pas qu'elles les aient, mais dans tous les cas, je pense pas qu'elles aient le niveau de profondeur que nous également on peut proposer parce qu'on est vraiment spécialisé là-dessus. D'ailleurs, sur des formateurs en closing, hein, on peut également intervenir justement dans des ateliers. Donc voilà, le message est passé. Donc d'avoir comment dire, tout ce côté identitaire. Et là, c'est un exercice que vous pouvez faire quand vous regardez cette vidéo. Je vous invite toujours à prendre un papier et un crayon. Vous allez, comment dire, splitter votre feuille en quatre. Vous faites un trait Ok. horizontal, un trait vertical et un trait horizontal. Et là, vous allez noter en haut à gauche tout ce qui vous énerve chez vos prospects. Les prospects, ils sont pas respectueux, les prospects, ils se la pètent, ils sont arrogants, etc. Également, tous les traits de caractère qui fait que vous n'aimeriez pas passer pour auprès de votre prospect. J'ai pas envie de passer pour un escroc, j'ai pas envie de passer pour un manipulateur, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui presse, qui met la pression, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un de malveillant. Bref, peu importe. Tous les traits de caractère qu'on peut connoter comme négatifs. Ensuite, en haut à droite, vous allez mettre tous les traits de caractère que vous aimeriez développer. J'aimerais être plus comme ça, ou il faut être plus comme ça. J'aimerais être plus confiant, j'aimerais avoir plus d'estime de moi, j'aimerais avoir une position de plus de leader, j'aimerais être plus charismatique, etc., etc., etc. Donc, toutes les choses que vous pensez que vous n'avez pas. Ensuite, vous allez en bas à gauche, et sur en bas à gauche, vous allez noter toutes les peurs que vous pourriez avoir. J'ai peur de ne pas faire le chiffre, j'ai peur de perdre la vente, j'ai peur de passer pour, etc., etc. Et donc là, prenez papier et un crayon et vraiment notez tout ce qui vous passe par la tête. Et en bas à droite, vous allez noter ce qu'on appelle la situation de rêve, le côté fantasme. Ça sera trop bien le jour où eh bien, je gagnerais, je sais pas, 10 000 euros de commission, 10 000 euros de commission. Ça serait très bien le jour où j'aurai des commissions qui sont stables tous les mois. Ça serait trop bien le jour où j'aurai un taux de closing à 60, 80%, etc., etc., etc. Et rien que ça va vous permettre de voir tous les blocages que vous avez et tout ce qui vous bloque actuellement. Donc à partir de là, alors pour le travail, ça va être assez compliqué comme ça dans une vidéo. Donc je vais simplement vous expliquer, allez, celui qui est en bas à droite, parce que celui en bas à gauche, on l'avait déjà expliqué dans une précédente vidéo. Donc imaginez que demain, vous aimeriez, allez, mon rêve, ça serait de faire, je sais pas, un chiffre, Julien, qui te semble en termes de closing. Taux de closing, ce serait quoi pour toi l'idéal? Bon, la fameuse barre des 10K par mois de commission quand tu fais du closing.
allez, de passer la barre des 10K de commission, comment dire, la barre des 10K. Eh bien là, vous allez faire un exercice qui est contre-productif. Alors bien évidemment, il faut que derrière, il y a un minimum de pression. Vous mettez vraiment la pression, il faut que je les fasse. Si je ne les fais pas, je suis pas un bon closer, etc. Eh bien là, vous allez chercher ce qu'on appelle le prix à payer. Donc imagine que demain, tu fais les 10K par mois de commission. Eh bien là, quels seraient tous les inconvénients pour toi à ce que tu les fasses? En quoi tu vas pas améliorer tes compétences? En quoi tu vas te reposer sur tes lauriers? En quoi tu vas devenir un moins bon closer, etc., etc. Par En qui quoi tu tu vas peux être te faire dépasser? jugé, qu'est-ce que De quoi vont tu vas dire être les jugé? autres. Exactement. Donc, pars du principe qu'il y a autant de bénéfices que d'inconvénients dans n'importe quelle situation. Et derrière, maintenant, imagine que demain, la barre des 10K, tu ne l'obtiennes jamais. Il y a une loi divine qui fait que Mister X ou Mrs. Y ne pourra jamais franchir la barre des 10K. Voilà, c'est noté, c'est l'univers fait que tu ne pourras jamais les dépasser. Eh bien, quels seraient pour toi tous les bénéfices à rester en dessous de la barre des 10K? Tout simplement. C'est tout con, c'est simple. Je dis pas que c'est facile, parce que je pense que tu es en train de te dire, mais il peut pas y avoir d'inconvénient, il peut pas y avoir de bénéfice. Et c'est bien parce que tu te poses cette question-là qu'il faut que tu ailles les chercher. Fais l'exercice, tu prends, allez, une demi-heure, 1 heure grand maximum, et tu nous fais un commentaire pour nous dire comment tu te sens à la fin, et je peux te garantir qu'il y aura un avant et un après. Et là, je viens de te donner, comment dire, un échantillon de ce qu'on peut travailler en coaching pour travailler ta posture et faire en sorte que demain, tu sois un meilleur closer. Top. Tu te rends compte de ce que tu viens de leur donner là? Ouais. Mais parce que je sais que 90% vont pas le faire. 90% vont pas le faire et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et les 10% qui le feront se dira, oh putain, pourquoi je l'ai pas fait avant? Trop bien. Hyper intéressant. Bah justement, ça m'amène à la prochaine question. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, on peut dire qu'un un closer, il a progressé dans une formation en closing? Intéressant. Tu veux dire, hormis les stats, les données, les KPI, les taux de closing, le chiffre d'affaires, le revenu par appel, etc., etc. Exactement, ouais. Ok. Bon, déjà, toute cette partie-là, ça reste quand même de la donnée, ça reste du taux de closing net et brut, ça reste du... Moi, il y a une donnée que j'aime beaucoup, c'est en fonction de l'industrie dans laquelle on est, si on parle de data, c'est le revenu par appel. Ça montre, en fait, au-delà surtout chez ceux qui ont plusieurs offres avec des prix différents. Quand tu as un closer, le revenu par appel, il est quand même hyper intéressant, parce que toi, ça te permet, et on n'y pense pas souvent, quand tu connais ton revenu par appel, tu fais 10% de ça, tu connais ton taux horaire. Ouais. J'ai closé pendant plus de 3 ans dans 2 ans et demi dans une boîte. J'avais le revenu par appel le plus haut et j'étais environ entre 1800 et 2000 euros. Donc moi, dans ma tête, je me dis que, bah, en fait, mon taux horaire vaut en moyenne entre 180 et 200 euros quand je suis closer. Donc déjà, je trouve que c'est une stat qui est intéressante. Ça permet de se dire, ah ouais, putain, j'avais pas vu ça comme ça. Et puis pour l'infopreneur, ça permet de se dire aussi, bah, à chaque fois que j'envoie un call à ce closer-là, je sais qu'en moyenne, il me rapporte X euros. Donc pour un infopreneur, c'est quand même hyper intéressant. Hormis ce données-là, bah, une écoute de call que j'ai fait avec, pour pas donner son nom, avec une demoiselle, avec une dame, il y a pas très longtemps. On a fait une écoute de call au tout début du démarrage de notre accompagnement et parce que oui, on a un accompagnement, vous vous doutez bien. Et si vous voulez savoir si on peut vous aider, vous avez un lien dans la description, petit placement de produit, vous faites ce que vous voulez. On est closer, on va pas se mentir, on est transparent les uns avec les autres. Et on a refait une écoute de call en fait à la fin de l'accompagnement. Et je lui dis, mais tu te rends compte de... Et je lui dis juste après sur quoi, enfin moi ce qui m'a impacté. Elle me dit, ouais, bon, oui, regarde, tac, tac et tout. Donc, premier call, elle me donne deux profils un peu similaires. Le premier, c'était, bah, les deux profils, profil un peu rouge, un peu dominant, qui essaient d'aller chercher le prix directement. Non, mais vas-y, j'ai déjà vu des heures de contenu, donne-moi les informations que je veux, etc. Et donc, quelqu'un qui essaie de prendre le lead sur l'appel, elle me redonne en fait un peu le même lead. Elle avait pas fait exprès. Sur une deuxième écoute de call, on va dire 2 mois. Ouais, 2 mois après, 2 mois et demi après, je pense. Et moi, ce qui m'a impacté, c'est la posture dans laquelle elle était. Un truc tout con. Elle s'est acheté un bureau debout et elle close debout maintenant. Et elle est plus assise dans son fauteuil, etc. Donc elle a plus du tout la même énergie. Ça, c'était le premier point que j'ai vu.
Et je lui dis, mais tu te rends. Elle me dit, putain, mais ouais, c'est vrai que je close plus depuis que j'ai le bureau debout. Et c'est vrai que moi, je passe pas mal de temps debout en closing et c'est pas du tout la même énergie. Deuxième, c'est la posture. Elle ne s'est jamais débinée en fait face au prospect. Là où dans le premier call, elle lui a lâché les informations parce qu'elle se sentait mal à l'aise et oppressée en disant bon allez vas-y, on verra bien ce qui se passe. Ça n'a pas fait de vente. Dans le deuxième call, c'est je lui dis mais est-ce que tu te rends compte à quel point tu vas la pousser, tu la challenges et à chaque fois qu'elle la challengeait mais elle lâchait pas. Dans une précédente vidéo, on s'était dit c'est quoi les signes qui disent que c'est potentiellement une vraie ou une fausse objection. Je vous invite à aller la revoir, on vous la mettra là dans la fiche, dans le petit là-haut là. Et ben typiquement, le prospect à chaque fois rigole, rire jaune, en disant, elle fait un non mais oui ok c'est bon t'as raison. Et elle se rend compte en fait de son incohérence le prospect. Le fait de pas lâcher sa posture, son prospect, elle l'a fait 4 fois de suite. Hein. Franchement, j'ai halluciné. Ah, même moi, à un moment donné, je me suis dit, putain, j'aurais été le prospect, j'aurais pas été très très bien, quoi. 4 fois de suite, l'hôtel s'auto-close en disant, non, mais en fait, t'as raison, quoi. Et en fait, elle l'a, juste en gardant sa posture et son leadership, et en n'étant pas d'accord avec ce qu'elle dit, bah, et juste en lui posant des questions, elle met son prospect face à ses propres incohérences, et à la fin, la nana, elle paye en une fois, alors qu'elle commence l'appel en disant, c'est que je connais votre prix, c'est trop cher, à moins qu'on puisse payer en 5 ou 6 fois ou plus, mais sinon ça sera pas possible. Et elle finit l'appel, elle l'embarque, paiement one shot. Et là, c'est tout ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est des choses qu'on peut pas forcément mesurer. C'est toute la subtilité. Et c'est exactement, je vais prendre le parallèle avec le sport de haut niveau. Sportif de haut niveau, quand on est au JO, même au championnat du monde, le truc, c'est que tout le monde a les meilleurs baskets, les meilleures montres, les meilleurs ceci, les meilleurs entraîneurs, etc. Et ce qui va faire la différence à la fin, tout se joue au mental. Et c'est pas un truc que tu peux forcément mesurer, même s'il y a des expérimentations qui font que la préparation mentale permet justement d'augmenter la VO2 max de, je crois, d'à peu près 20%, des 15 ou 20%, si je me souviens bien. Et ben dans le closing, et notamment le closing de haut niveau, le script, tout le monde les connaît, traitement des objections, tout le monde les connaît. Ce qui va se jouer derrière, ben en fait, c'est le côté, ce qui se passe entre tes deux oreilles, c'est le côté mental. C'est est-ce que je vais être capable de garder ma posture, de ne pas être déstabilisé, de me détacher de la vente, d'arriver à challenger mon prospect là où je devrais, quand est-ce que je le devrais, et est-ce que je vais garder finalement le lead de mon call jusqu'à la fin. Et ça, c'est toutes les petites subtilités qu'il est très difficile de voir par soi-même parce qu'on a le nez dans le guidon. Et quand Ouais. tu le fais dans des calls comme ça te permet directement de sentir le avant et le après dans l'intonation de la voix, dans la posture. Et ça, c'est véritablement ce qu'on propose en coaching pour le coup. Ouais, encore une fois, vous avez un lien dans la description si vous voulez prendre directement rendez-vous avec moi pour qu'on examine si vos blocages ils sont identitaires ou pas, ou c'est de la technique de vente. Je vous le dirai de manière très sincère. Et si vous voulez pas prendre rendez-vous tout de suite, juste, on vous met un autre lien. Allez voir, vous avez on a fait une vidéo justement qui explique tout ça. Donc allez voir la VSL et franchement, vous comprendrez beaucoup de choses. Pour conclure sur cette vidéo, Kevin, j'aimerais te poser une dernière question. Pour quelqu'un qui hésite à investir dans une formation en ce moment, en closing, en dev perso, en mindset, en identitaire, etc. Selon toi, c'est quelle est la question qui doit se poser pour savoir si c'est le moment et du coup, comment l'accompagner? Bah, la question à se poser, c'est qu'est-ce que tu dirais à un prospect qui te sort ça en objection en appel de call? C'est quoi en fait de quoi tu as réellement peur en fait tout simplement. Dans tous les cas, nous, comme tu dis très bien, on ne vous met pas le couteau sous la gorge. Tu arrives, tu prends un call. Voilà, si on te le dira, si on peut t'accompagner ou pas. On est closer également, donc forcément, t'es closer, tu sais comment ça se passe. Donc voilà, prends un appel, on voit, on discute, on échange, on te dit directement si on peut t'accompagner ou pas. Et puis après, dans tous les cas, tu repartiras avec de la valeur. Et puis après, si on sent que, en fait, c'est toujours pareil. Si c'est un non franc, bah, il n'y a pas de problème, on te laissera partir. Par contre, si c'est un non, mais j'ai besoin de petits coups de pied aux fesses pour mettre la carte bancaire, bah, on te mettra le coup de pied aux fesses. Trop bien. Ça, c'est pour nous, mais ce que je voudrais, c'est que tu répondes aux gens sur aussi de manière générale, pas juste ce qu'on fait chez nous. Qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un, enfin, quelqu'un qui hésite peut-être à reprendre une formation en closing ou peu importe, c'est quoi la question qu'il doit se poser? Je ne Ouais, parle pas bah, juste même de notre accompagnement à nous. ouais, tout à fait. Bah, en fait, pose-toi la question, est-ce que c'est réellement, moi, ce que j'aime beaucoup poser en coaching notamment, est-ce que c'est vraiment réellement une question, une problématique de compétence ou est-ce que c'est une problématique d'autorisation, tout simplement.
Je te donne un exemple. Alors, c'est pas du tout dans le domaine du closing, c'est dans le domaine de l'entrepreneuriat. Une nana qui était venue pour faire de la formation en gestion des priorités et gestion du temps. Voilà, elle voulait un hack supplémentaire. Donc, c'était lors d'une conférence. En fait, le questionnement était celui-ci. La personne est venue pour ça. Là, je te le fais en résumé, en 30 secondes, ça a duré quand même un échange de à peu près 15-20 minutes. Euh, la personne n'arrive pas à gérer son temps, n'arrive pas à gérer ses priorités, elle est tout le temps sous l'eau. Et là, je lui pose la question, ok, est-ce que tu as déjà fait des formations? Elle m'a fait oui, ok. Donc pourquoi est-ce que tu as besoin d'une compétence supplémentaire? Parce que j'arrive pas encore à les gérer. Je fais, mais ça, tu peux le faire toute ta vie. Je fais, en étant totalement honnête et transparente avec toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à gérer tes priorités et ton emploi de temps? Là, elle me dit, bah en fait, j'ai du mal à dire non. Je fais, ok, pourquoi tu as du mal à dire non? Parce que j'aime pas rentrer en conflit avec les collaborateurs, etc. Je fais, ok, mais pourquoi t'aimes pas rentrer en conflit? Bah parce que pour moi, c'est important d'être bienveillante dans ma boîte. Je fais, mais ok, mais si t'es malveillante, il se passe quoi? Eh ben en fait, j'ai peur de pas être aimée. Donc c'était pas un problème de compétence, elle les avait, c'était un problème d'autorisation et de s'autoriser à dire non quand elle doit dire non. À partir du moment où on a bossé avec elle, du jour au lendemain, ça faisait 2 mois et demi qu'elle devait se séparer d'un collaborateur qu'elle avait peur de séparer parce que conflit. Elle l'a appelé le lendemain. Deuxièmement, elle voulait développer son activité. C'est des t-shirts anti-UV. Donc, elle avait peur d'embaucher parce que qui dit embauche dit forcément j'ai mangé des prud'hommes, donc conflit. Donc, j'embauche pas. Et troisième, ben en fait, si ma boîte explose, donc avec une grosse croissance, ben forcément, il y a un pélo qui va sortir de nulle part et qui va me dire, eh ben écoute, j'ai un cancer, donc procès. Et donc, elle avait peur justement d'avoir ça. Donc, il y avait une partie consciente, une partie inconsciente. On a débloqué ça. Elle a fait en l'espace de 2 mois ce qu'elle n'a pas fait en un an et demi. Donc, pas un problème de compétence, un problème d'autorisation. Donc, pose-toi la question, est-ce que c'est un problème de compétence ou un problème d'autorisation en étant totalement honnête et transparent avec toi-même? Écoute, top. On va conclure là-dessus. Ouais, Posez-vous cette question et notez-le. Si vous voulez le noter également dans les commentaires, n'hésitez pas, sans rentrer trop dans les détails si vous osez pas. Mais en tout cas, dites-vous, demandez-vous aujourd'hui, est-ce que c'est vous manquez de compétences ou si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, les compétences vous les avez. Est-ce que c'est une problématique du coup de confiance et d'autorisation? Donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Merci Kevin merci Julien. pour cette vidéo. À bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous dire également dans les commentaires les sujets que vous voulez qu'on traite. On essaie d'aborder tous les sujets autour de la vente, du mindset, du travail identitaire lié à la performance et à la performance commerciale. Donc, n'hésitez pas à nous dire des sujets qui pourraient vous intéresser. On essaie vraiment de vous amener une manière différente de voir la vente et de faire de la vente surtout. À À bientôt. très vite.